Mes parents ont préféré l'anniversaire de mon frère à la présence de mon fils aux soins intensifs. Maintenant, ils sont revenus en suppliant, mais je leur ai donné une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Je suis un homme de 38 ans et je dirige ma propre entreprise de sous-traitance spécialisée dans les rénovations commerciales. Je suis en affaires depuis 11 ans maintenant, et le chemin pour en arriver là n'a pas été facile. Mon enfance a été essentiellement un cours magistral sur la manière d'élever un enfant tout en favorisant clairement un autre. J'étais le responsable, celui qui obtenait que des A, qui jouait dans l'équipe de baseball du lycée, et qui avait des emplois à temps partiel depuis l'âge de 15 ans. Pendant ce temps, mon jeune frère, Pete, un homme de 33 ans, était félicité pour avoir réussi à mettre ses propres chaussures. Je n'exagère pas beaucoup. Papa était un ingénieur électricien qui gagnait bien sa vie, mais il était du genre à penser que montrer ses émotions signifiait qu'on n'était pas un vrai homme. Maman enseignait à l'école primaire et avait une patience infinie pour les bêtises de Pete, mais curieusement aucune pour les miennes. Je me souviens d'avoir ramené un bulletin de notes avec que des A et un B+. Maman m'a demandé ce qui s'était passé avec le B+. Pete ramenait des C et des D, et il l'emmenait manger une glace pour le récompenser d'avoir essayé. J'ai déménagé à 18 ans. J'ai financé mes études dans un collège communautaire tout en travaillant dans la construction, puis j'ai été transféré à l'université de l'Indiana pour terminer mon diplôme en commerce. Je travaillais 80 heures par semaine, partageant mon temps entre les chantiers pendant la journée et les cours le soir, sans jamais demander un sou à mes parents. À 27 ans, j'avais économisé assez d'argent pour lancer ma propre entreprise de sous-traitance. Des petits chantiers au début, rénover des salles de bain, construire des terrasses, ce genre de choses. Progressivement, je me suis bâti une réputation de qualité et de prix juste. J'ai commencé à obtenir de plus gros projets, rénovation de bureaux, aménagement de restaurants, espaces de vente au détail. J'ai rencontré Lorraine lorsque j'ai été engagé pour rénover le cabinet dentaire où elle travaillait comme hygiéniste. Elle était intelligente, pragmatique, et avait ce rire qui pouvait illuminer une pièce. Nous nous sommes mariés quand j'avais 30 ans et nous avons eu notre fils, Lucas, 1 an plus tard. La vie était belle. Les affaires prospéraient. Nous avons acheté une maison dans un bon quartier avec de bonnes écoles. Je travaillais dur mais rentrais à la maison pour le dîner la plupart des soirs. Puis, à 34 ans, tout s'est effondré. Lorraine rentrait du travail en voiture quand un idiot a grillé un feu rouge, roulant à 70 dans une zone à 35. Elle est morte sur le coup. La police a dit qu'elle n'a probablement jamais su ce qui l'avait frappée. Une minute, je suis un père de famille et un chef d'entreprise heureux en mariage. La minute suivante, j'organise des funérailles et j'essaie d'expliquer à un enfant de 3 ans confus pourquoi maman ne rentrera pas à la maison. Les premières semaines ont été un brouillard. Je me souviens de m'asseoir sur le lit de Lucas nuit après nuit alors qu'il s'endormait en pleurant, demandant quand maman allait revenir. Je tenais bon jusqu'à ce qu'il s'assoupisse, puis je descendais et m'effondrais. Mes parents sont venus pour les funérailles, bien sûr. Papa se tenait maladroitement dans son costume, me tapotant l'épaule une fois en disant « c'était une femme bien ». Maman m'a serré dans ses bras avec raideur et a passé la majeure partie de la cérémonie à s'occuper de Pete, qui était si bouleversé par la mort de sa belle-sœur qu'il avait besoin d'une attention constante. Ils sont restés pour la réception chez nous, puis ont annoncé qu'ils devaient repartir parce que Pete avait besoin d'aide pour emménager dans son nouvel appartement, celui pour lequel mon père s'était porté garant parce que le crédit de Pete était ruiné après avoir saturé plusieurs cartes de crédit. Je n'ai même pas reçu un plat cuisiné de leur part. Pas un seul appel pour prendre de mes nouvelles ou de celles de Lucas dans les semaines qui ont suivi. Aucune proposition pour garder Lucas afin que je puisse rattraper mon travail ou, je ne sais pas, pleurer ma femme en paix pendant 1 heure. La mère de Lorraine, Beth, par contre, a pris l'avion de Portland le lendemain de l'accident et est restée 3 mois. Elle avait 65 ans et souffrait d'arthrite qui rendait chaque mouvement douloureux. Mais elle se levait avec Lucas tous les matins, lui préparait son petit déjeuner, l'emmenait à l'école maternelle, puis rentrait et faisait la lessive, le ménage, ou préparait des repas qui pouvaient être congelés pour plus tard. Elle s'asseyait avec moi tard le soir quand le silence devenait trop pesant, ne disant pas grand-chose, juste en étant là. Quand elle a finalement dû retourner à Portland, elle était l'aidante principale de sa sœur atteinte de sclérose en plaques, elle a pleuré plus fort que je ne l'avais vu le faire depuis les funérailles. Elle m'a fait promettre de l'appeler tous les jours. Et elle est revenue tous les quelques mois pour passer du temps avec Lucas. Après avoir perdu Lorraine, j'ai reconstruit notre vie morceau par morceau. J'ai engagé une nounou à temps partiel qui récupérait Lucas à l'école maternelle et restait avec lui jusqu'à mon retour.
J'ai réorganisé mon emploi du temps pour être à la maison avant 18 h la plupart des jours. J'ai appris à cuisiner autre chose que des hamburgers et des pâtes. Nous avons établi de nouvelles routines, trouvé une nouvelle normalité. Je contactais mes parents de temps en temps, surtout pour que Lucas puisse avoir un lien avec ses grands-parents. Il le voyait peut-être une fois tous les quelques mois, toujours selon leur emploi du temps, généralement pour 1 heure ou 2 dans un restaurant où ils passaient la plupart du temps sur leur téléphone ou à parler de la dernière idée d'entreprise de pète qui avait juste besoin d'un peu d'argent pour démarrer. Donc, oui, ils ont toujours été des cas des narcissiques. Mais ce qui s'est passé il y a 5 ans, c'est là que j'ai finalement coupé les ponts avec eux pour de bon. C'était un matin d'avril. Je m'en souviens parce que j'avais une réunion importante avec un client prévu pour cet après-midi-là, et je repassais mentalement ma présentation tout en préparant le petit déjeuner de Lucas. Il avait 6 ans à l'époque, en première année de primaire, obsédé par les dinosaures dans l'espace. Il était assis au comptoir, mangeant des céréales et me racontant qu'un T-Rex ne pouvait pas vraiment courir vite à cause de son poids corporel, quelque chose qu'il avait appris dans un documentaire que nous avions regardé la veille quand il s'est soudainement arrêté au milieu de sa phrase. Sa cuillère est tombée de sa main, cliquetant contre le bol. J'ai levé les yeux de mon café pour voir ses yeux se révulser. Avant que je puisse l'atteindre, il a glissé du tabouret et s'est effondré sur le sol de la cuisine. Son corps est devenu rigide, puis a commencé à convulser violemment. Du sang coulait de son nez, et j'ai réalisé qu'il s'était mordu la langue. J'avais suivi un cours de secourisme après la mort de Lorraine, une de ces choses que j'ai faites pour me sentir moins impuissant dans un monde qui avait prouvé à quel point j'avais peu de contrôle. Je l'ai mis sur le côté, je me suis assuré qu'il ne s'étouffait pas, et j'ai chronométré la crise. Quand elle a dépassé les 2 minutes sans signe d'arrêt, j'ai su que c'était grave. Je l'ai pris dans mes bras, j'ai attrapé mes clés et j'ai couru à la voiture. Je l'ai allongé sur la banquette arrière, toujours en crise, et j'ai conduit comme si j'étais dans une course-poursuite, faisant le trajet de 15 minutes jusqu'à l'hôpital en moins de 7 minutes, grillant les feux rouges et les stops. Je me suis garé juste devant l'entrée des urgences, je l'ai porté à l'intérieur et j'ai crié à l'aide. Une équipe d'infirmières et un médecin se sont précipités avec un brancard. Je l'ai allongé, son petit corps toujours secoué de spasmes, du sang et de la mousse autour de la bouche. Depuis combien de temps est-il en crise, a demandé le médecin. Environ 9 minutes maintenant, ai-je dit en regardant ma montre. Ils l'ont emmené immédiatement, criant des termes médicaux que je ne comprenais pas. Une infirmière m'a dirigé vers l'accueil pendant qu'il l'emmenait. Je suis resté là, avec son sang sur ma chemise, répondant mécaniquement aux questions et remplissant des formulaires avec des mains tremblantes. 4 heures se sont écoulées avant qu'un médecin ne vienne me parler. Le docteur Rivera était une femme d'une 40aine d'années, avec des yeux fatigués et une manière directe. Monsieur Wilson, votre fils a une méningite bactérienne. C'est extrêmement grave. La bactérie a provoqué une inflammation des membranes autour de son cerveau et de sa moelle épinière. La crise était le résultat de cette inflammation. Nous lui avons administré de puissants antibiotiques, mais les 48 prochaines heures sont critiques, a-t-elle expliqué. Il l'admettait en unité de soins intensifs. La méningite avait progressé rapidement, et il s'inquiétait de l'augmentation de la pression intracrânienne, un édème dans son cerveau. Si les antibiotiques ne réduisaient pas l'édème assez rapidement, il pourrait devoir effectuer une procédure pour soulager la pression. J'ai suivi pendant qu'il transportait Lucas jusqu'à l'unité de soins intensifs. Il était inconscient, branché à plus de machines que je ne pouvais en compter. Un ventilateur respirait pour lui. Des perfusions intraveineuses coulaient dans ses 2 bras. Les moniteurs émettaient des bips réguliers, mesurant chaque fonction vitale. Je me suis assis près de son lit, tenant sa main inerte, essayant de comprendre comment nous étions passés des faits sur les dinosaures au petit déjeuner à ce cauchemar en quelques heures seulement. Entre les discussions avec les médecins et les infirmières, j'ai passé des appels pour reprogrammer tout ce qui était sur mon calendrier. Mon chef de projet a pris les choses en main pour gérer les affaires courantes. Les clients se sont montrés compréhensifs une fois que j'ai expliqué la situation. Mais il y avait une réunion que je ne pouvais pas reporter. Après 10 ans à bâtir mon entreprise, nous étions sur le point de décrocher un contrat de 1,5 million de dollars pour la rénovation d'une chaîne de centres de fitness haut de gamme. Les investisseurs arrivaient de Singapour par avion juste pour cette soirée afin de signer les papiers et finaliser les détails. Tout l'accord dépendait de ma présence de 18 h à 22 h. Mon associé, Karl, était à Zurich cette semaine-là pour rencontrer des fournisseurs. J'étais le seul à pouvoir valider les conditions finales. Si je manquais cette réunion, il y avait de fortes chances que les investisseurs se retirent.
Ils avaient d'autres entrepreneurs qui attendaient. Si nous ne pouvions pas livrer, ce contrat me permettrait d'embaucher plus de personnel, de prendre des projets plus importants et, surtout, de créer plus de sécurité financière pour Lucas. Après avoir perdu Lorraine, m'assurer que Lucas était à l'abri du besoin était devenu mon unique objectif. J'ai appelé l'infirmière en chef pour demander l'état de Lucas. Il est stable pour le moment, a-t-elle dit. Les antibiotiques sont administrés, et nous surveillons de près sa pression intracrânienne. Le neurologue fera des contrôles tout au long de la soirée. Puis j'ai appelé mes parents. Ils vivaient à 15 minutes de l'hôpital, dans la même maison où j'avais grandi. Maman, c'est Dean, ai-je dit quand elle a répondu. Lucas est en unité de soins intensifs avec une méningite bactérienne. C'est vraiment grave. J'ai besoin que papa et toi veniez vous asseoir avec lui pendant seulement 4 heures ce soir pendant que je conclue cette affaire. C'est crucial. Bien sûr, Dean, a-t-elle dit sans hésitation. Nous serons là. Ne t'inquiète pas pour Lucas. Concentre-toi sur ta réunion. L'entendre accepter si promptement m'a procuré une vague de soulagement. Malgré notre relation compliquée, ils étaient les grands-parents de Lucas. Sûrement, ils se montreraient à la hauteur en cas d'urgence. À 17 heures, ils étaient à l'hôpital. Papa m'a fait un signe de tête, son salut stoïque habituel. Maman a tapoté la main de Lucas et a lissé ses cheveux en arrière sur son front. On s'en occupe, a-t-elle dit. Va t'occuper de tes affaires. Je leur ai tout expliqué, quel médecin s'occupait de lui, ce que les infirmières avaient dit sur la surveillance des signes d'augmentation de la pression, quand les médicaments devaient être administrés. J'ai noté l'adresse de mon client et l'heure exacte à laquelle je comptais être de retour. Appelez-moi immédiatement si quoi que ce soit change, ai-je dit. Je veux dire, n'importe quoi. Vas-y, Dean, a dit maman en s'installant dans le fauteuil à côté du lit de Lucas. C'est important pour ton avenir. Nous appellerons si quoi que ce soit change. J'ai embrassé le front de Lucas, remercié à nouveau mes parents, et je suis parti pour la réunion. Je me sentais comme une ordure en le quittant, mais j'avais confiance que mes parents resteraient avec lui. Je croyais, malgré tout, qu'il ferait ce qu'il fallait dans une véritable urgence. La réunion avec les investisseurs singapouriens s'est tenue dans un hôtel de luxe du centre-ville. Monsieur Ling et son équipe attendaient dans la salle de conférence quand je suis arrivé, tout le monde en costumes impeccables, alors que je portais encore les mêmes vêtements que le matin, moins la chemise ensanglantée que j'avais changée à l'hôpital. Monsieur Wilson, m'a salué Monsieur Ling avec une poignée de main ferme. Nous sommes impatients de finaliser notre partenariat. Je me suis excusé pour mon apparence et j'ai expliqué brièvement qu'il y avait eu une urgence familiale mais que j'étais pleinement engagé dans notre réunion. Monsieur Ling a hoché la tête respectueusement, et nous nous sommes mis au travail. Les négociations se sont déroulées étonnamment bien. Nous avons examiné les plans architecturaux, discuté des délais et peaufiné les détails finaux des coûts. À 20h30, ils étaient satisfaits de tout et prêts à signer les contrats. J'ai instinctivement vérifié mon téléphone et j'ai réalisé que je l'avais mis en mode silencieux pour la réunion. Pas d'appel manqué ni de message, ce que j'ai pris comme un bon signe. Lucas devait être stable. Monsieur Ling a surpris mon regard. Vous avez l'air inquiet, Monsieur Wilson. Est-ce que tout va bien? J'ai hésité, ne voulant pas faire dérailler la réunion alors que nous étions si près de la fin. Mon fils est en unité de soins intensifs. Mes parents sont avec lui, mais... Il a levé la main. N'en dites pas plus. La famille passe avant tout. Nous pouvons terminer cela demain si nécessaire. J'ai été déconcerté par sa compréhension. Merci, mais je pense que nous avons presque fini ici. Finissons la paperasse, et ensuite je pourrai retourner auprès de lui. Nous avons signé les contrats dans les 30 minutes qui ont suivi. Alors que nous nous serrions la main pour conclure l'accord, Monsieur Ling a gardé la mienne un moment de plus que nécessaire. Monsieur Wilson, mon petit-fils aîné est tombé très malade quand il était jeune. J'ai manqué une réunion importante pour être avec lui. Cette entreprise a choisi un autre partenaire, mais mon petit-fils s'est rétabli. Je n'ai jamais regretté mon choix, pas même un instant. Ces paroles m'ont frappé durement. Je l'ai remercié sincèrement, j'ai pris ma mallette et je suis retourné à l'hôpital en voiture, arrivant à 21h10. Quand je suis sorti de l'ascenseur à l'unité de soins intensifs, j'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Il y avait une agitation inhabituelle autour de la chambre de Lucas. Quand je suis entré, j'ai vu son lit entouré d'une équipe d'infirmières et du docteur Rivera.
Ils ajustaient l'équipement, vérifiaient les moniteurs, attachaient de nouvelles poches de perfusion. Aucune trace de mes parents. Le docteur Rivera a levé les yeux, et son visage est passé d'une préoccupation professionnelle à une colère à peine contenue. « Monsieur Wilson, où étiez-vous ? Nous avons essayé de joindre quelqu'un pendant 3 heures. La pression intracrânienne de votre fils a dangereusement augmenté il y a environ 2 heures. Nous avons dû pratiquer une ventriculostomie d'urgence pour soulager la pression sur son cerveau. » Finalement, quoi ? Mon esprit s'emballait pour rattraper son retard. Nous avons dû percer un petit trou dans son crâne pour insérer un drain et réduire la pression, a-t-elle expliqué, voyant ma confusion. Personne n'était là pour donner son consentement. Nous avons dû le faire en vertu du protocole d'urgence. Si nous avions attendu plus longtemps, il aurait pu subir des lésions cérébrales permanentes ou pire. Je suis resté figé, essayant de comprendre ce qu'elle disait. Mes parents étaient censés être là. Je les ai laissés ici avec lui à 17h30. Nick, l'infirmier en chef, s'est avancé, son expression un mélange de sympathie et de frustration. « Monsieur, personne n'a été ici avec votre fils depuis environ 18h15. Nous avons appelé les numéros de son dossier à plusieurs reprises. Comme nous ne pouvions joindre personne, nous avons mis en œuvre les protocoles d'urgence pour procéder au traitement nécessaire. J'ai vérifié mon téléphone. 17 appels manqués de l'hôpital. Dans ma hâte d'arriver à l'heure à la réunion, je l'avais mis en silencieux et j'avais oublié de le vérifier pendant les négociations. J'ai appelé ma mère immédiatement. Pas de réponse. J'ai essayé mon père. Même résultat. J'ai appelé encore et encore, laissant des messages vocaux de plus en plus désespérés. Où êtes-vous ? Pourquoi avez-vous quitté Lucas ? Rappelez-moi tout de suite. Je me suis assis avec Lucas, regardant le ventilateur insuffler de l'air dans son petit corps, le pansement frais là où ils avaient percé son crâne pour soulager la pression. Le docteur Rivera m'a assuré qu'ils avaient attrapé le pic à temps, mais de justesse. Sans la procédure d'urgence, il aurait pu mourir ou subir des lésions cérébrales permanentes. Vers minuit, toujours sans nouvelles de mes parents, j'ai ouvert Facebook pour publier une mise à jour pour les amis qui pourraient vouloir des nouvelles de Lucas. Le premier post dans mon fil d'actualité m'a glacé le sang. Mon frère Pete, entouré d'amis au Morton's Steakhouse du centre-ville, un ballon au 33 flottant derrière lui. Légende, le meilleur dîner d'anniversaire de tous les temps. Merci, maman et papa, pour la fête surprise. La photo avait été publiée à 19h30. Identifié dessus, mes parents, tous deux souriants, levant leur verre pour porter un toast, pendant que mon fils se battait pour sa vie avec un drain dans le crâne pour empêcher son cerveau de gonfler. Ils étaient partis organiser un dîner d'anniversaire surprise pour Pete. J'ai regardé leur visage souriant sur la photo et j'ai senti quelque chose se briser en moi, puis se durcir. J'ai fixé cette image pendant un long moment, les pièces du puzzle s'assemblant. Ils n'avaient même pas pris la peine d'appeler l'hôpital pour prendre des nouvelles de Lucas. Pour ce qu'ils en savaient, il aurait pu mourir pendant qu'il commandait des apéritifs et chantait joyeux anniversaire. La colère qui montait en moi était froide et clarifiante. J'ai fait des captures d'écran de la publication Facebook, notant les horodatages, puis j'ai fermé l'application et je me suis entièrement concentré sur mon fils. Lucas est resté inconscient toute la nuit. Les infirmières venaient toutes les heures pour vérifier ses signes vitaux et le drainage de la ventriculostomie. Chaque fois, elles m'assuraient qu'il était stable, que sa pression intracrânienne diminuait, que les antibiotiques commençaient à faire effet. Je n'ai pas dormi. Je suis resté assis sur le fauteuil à côté de son lit, tenant sa main. À 6 heures du matin, mes parents sont finalement entrés dans l'unité de soins intensifs comme si de rien n'était. J'étais toujours assis dans la même position où il m'avait laissé la veille, sauf que maintenant Lucas avait un bandage enroulé autour de la tête et un drain sortant de son crâne. Papa a parlé le premier, sur un ton désinvolte. Comment va-t-il ? On est juste allé prendre le petit déjeuner. Mon rire était si froid qu'il m'a surpris moi-même. Le petit déjeuner ? Pendant 12 heures. Le visage de maman s'est crispé. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai tourné l'écran de mon téléphone vers eux, la publication Facebook de Pete toujours ouverte. Voilà ce que ça veut dire. Ils se sont tous les deux figés. Papa s'est repris le premier, son visage prenant l'expression dédaigneuse que je connaissais si bien. C'était juste pour 1 heure ou 2. Pete avait prévu ça depuis des mois. Ils ont percé un trou dans le crâne de mon fils la nuit dernière, ai-je dit, ma voix à peine plus qu'un murmure. Il aurait pu mourir.
Je n'étais pas là pour donner mon consentement parce que je vous ai fait confiance. Maman s'est redressée. Tu réagis de manière excessive. C'est un hôpital, Dean. Il allait bien. Il y avait des médecins partout. Mais l'anniversaire des 33 ans de Pete, ça n'arrive qu'une fois. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. À cet instant, j'ai vu avec une clarté parfaite où Lucas et moi nous situions pour eux. Le dîner d'anniversaire de Pete serait toujours plus important que la vie de mon fils. Sortez, ai-je dit. Maintenant, tu fais juste du drame, a lâché maman. Nous t'avons aidé, et voilà comment tu te comportes. Tu as toujours été ingrat. Au moins, Pete apprécie ce que nous faisons pour lui. Sortez, ai-je répété, plus fort cette fois. Un agent de sécurité est apparu dans l'embrasure de la porte, alerté par nos voix élevées. Y a-t-il un problème ici? Papa a posé sa main sur l'épaule de maman. Allons-y. Il a toujours été comme ça, à faire des montagnes d'une taupinière. Alors qu'il sortait, maman s'est retournée. Ne nous appelle plus jamais pour de l'aide. Jamais. Ne vous inquiétez pas, ai-je dit. Je ne referai pas cette erreur. Après leur départ, je me suis rassis à côté de Lucas. Un calme étrange s'est installé en moi. Quelque chose avait changé de façon permanente. Le dernier fil qui me reliait à mes parents s'était rompu, et étonnamment, c'était comme une libération. Le docteur Rivera est venu plus tard ce matin-là pour voir Lucas. Elle a examiné le site de la ventriculostomie, a examiné ses derniers résultats de laboratoire et a ajusté ses antibiotiques. Il se stabilise, a-t-elle dit. La procédure s'est bien déroulée, et les dernières cultures montrent que les antibiotiques fonctionnent, mais nous ne sommes pas encore sortis d'affaire. Nous devons le surveiller de près pendant au moins 48 heures de plus. J'ai hoché la tête, trop épuisé et vidé émotionnellement pour parler. Elle s'est assise sur le fauteuil à côté de moi, son presse-papier posé sur ses genoux. Monsieur Wilson, en tant que médecin de Lucas, je dois vous dire quelque chose. J'ai levé les yeux, me préparant à d'autres mauvaises nouvelles. Ce qui s'est passé la nuit dernière est un cas grave de négligence médicale, a-t-elle dit, sa voix basse mais ferme. Vos parents ont abandonné un enfant gravement malade en unité de soins intensifs sans en informer le personnel médical. Si nous n'avions pas détecté l'augmentation de la pression quand nous l'avons fait. Elle a laissé la phrase en suspens. J'ai tout documenté dans le dossier de Lucas, a-t-elle poursuivi. L'heure à laquelle ils sont partis, nos tentatives pour vous contacter et les contacter, le protocole d'urgence que nous avons dû mettre en œuvre. Si vous voulez poursuivre cette affaire en justice, vous avez des motifs. Je l'ai regardé, surpris. Vous pensez que je devrais poursuivre mes propres parents en justice? Elle a soutenu mon regard. Je pense que ce qu'ils ont fait aurait pu coûter la vie à votre fils. Je suis médecin depuis 20 ans, et j'ai vu trop d'enfants blessés parce que des adultes n'ont pas pris leurs responsabilités au sérieux. C'est tout ce que je dis. Après son départ, j'ai appelé la mère de Lorraine, Beth. Elle a répondu à la première sonnerie. Comment va mon garçon, a-t-elle immédiatement demandé. Elle appelait tous les jours pour prendre des nouvelles de Lucas. Je lui ai tout raconté, la méningite, l'opération, mes parents l'abandonnant pour le dîner d'anniversaire de Pete. Je prends le prochain vol, a-t-elle dit sans hésitation. Ne bouge pas de son côté jusqu'à ce que j'arrive. Mon associé, Karl, a appelé ensuite. Je lui avais envoyé un texto au sujet de l'urgence avant la réunion avec les Singapouriens. L'accord est signé, lui ai-je dit. Mais l'état de Lucas est pire que ce que nous pensions. Les Singapouriens comprennent parfaitement, a-t-il dit. Monsieur Ling m'a appelé ce matin. Il parle en très bons termes de vous, a dit que vous aviez fait preuve d'un caractère exceptionnel dans la façon dont vous avez géré la situation. Ils sont pleinement engagés à travailler avec nous. Il a fait une pause, puis a ajouté, ne t'inquiète de rien d'autre que de ton garçon. L'entreprise peut tourner sans toi pendant un certain temps. Nous avons de bonnes personnes. Cet après-midi-là, une infirmière est entrée avec de la paperasse. Êtes-vous Dean Wilson? Quand j'ai hoché la tête, elle m'a tendu une carte de visite. C'est Jason Mercer. Il est le conseiller juridique de l'hôpital. Il aimerait vous parler quand vous aurez un moment. Jason était un homme élégant dans la quarantaine, à l'air pragmatique. Il a expliqué que l'hôpital avait l'obligation légale de signaler les cas de mise en danger d'enfants aux autorités compétentes. Ce qui s'est passé avec votre fils entre dans cette catégorie, a-t-il dit. L'hôpital fera un signalement, mais vous avez aussi des options.
Il a exposé ce à quoi pourrait ressembler un procès civil, les motifs de négligence, de mise en danger d'enfants et de détresse émotionnelle, les dommages et intérêts potentiels que je pourrais réclamer, le processus et le calendrier. Parlez à votre propre avocat avant de prendre des décisions, a-t-il conseillé, mais n'attendez pas trop longtemps. Il y a des délais de prescription pour ces affaires. Au moment où Beth est arrivée ce soir-là, j'avais pris ma décision. Mes parents m'avaient montré exactement qui ils étaient et où Lucas et moi nous classions dans leurs priorités. Maintenant, je leur montrerai qu'il y avait des conséquences à ce choix. Lucas a passé 2 semaines à l'hôpital. La méningite avait été détectée à temps pour éviter des dommages permanents, mais sa convalescence serait longue. Il souffrait de maux de tête, de fatigue et d'une sensibilité à la lumière et au son. Beth n'a jamais quitté notre chevet, dormant sur le fauteuil à côté de son lit, organisant des livraisons de repas par des amis. Elle avait 65 ans et souffrait d'arthrite qui rendait chaque mouvement douloureux, mais elle ne s'est jamais plainte. J'avais mis en place un système avec mon entreprise. J'allais au bureau 2 heures chaque matin pendant que Beth restait avec Lucas, puis je retournais à l'hôpital pour le reste de la journée. Mon chef de projet a pris le relais, s'occupant des chantiers et des réunions avec les clients. Nous n'avons pas perdu un seul contrat. Monsieur Ligne, l'investisseur singapourien, m'a surpris en se présentant à l'hôpital un matin de la 2e semaine. Il a apporté un robot en bois sculpté à la main pour Lucas et a insisté pour reprogrammer nos réunions de planification après la sortie de Lucas. Les affaires peuvent attendre, a-t-il dit simplement. J'ai été à votre place. Il y a 20 ans, ma fille avait une leucémie. J'ai failli perdre un contrat majeur parce que je ne voulais pas la quitter. Maintenant, cette entreprise est mon plus gros client. Il m'a tendu sa carte avec son numéro personnel. Appelez-moi quand vous serez prêt. L'accord sera toujours là. Quand Lucas a finalement été autorisé à sortir, nous avions une nouvelle routine. Beth a emménagé dans ma chambre d'amis juste jusqu'à ce que Lucas soit de nouveau sur pied. 2 de mes employés, Kevin et Marcus, ont commencé à venir le week-end pour aider aux travaux de jardinage et aux réparations de la maison que j'avais négligée. Kevin s'asseyait avec Lucas, lui apprenant des tours de cartes et lui racontant des histoires pendant que je rattrapais mon travail. Marcus a amené ses enfants jouer avec Lucas une fois qu'il a été plus fort, lui offrant un peu de temps d'enfant normal. 3 mois après le retour de Lucas à la maison, j'ai rencontré Anthony Reeves, un avocat spécialisé dans les cas de dommages corporels et de négligence médicale. J'ai apporté toute la documentation, le dossier médical de Lucas, les rapports d'incidents de l'hôpital, les captures d'écran de la publication Facebook de Beth, et mes relevés téléphoniques montrant les appels manqués de l'hôpital. Anthony a tout examiné attentivement. C'est un dossier solide, a-t-il dit. Mais je veux être clair, poursuivre sa famille en justice est toujours compliqué. Ça devient vite personnel. Ils ont cessé d'être ma famille au moment où ils ont abandonné mon fils, ai-je répondu. Malgré tout, vous devez être préparé. Ils prétendront probablement que c'est vous qui avez abandonné votre fils en allant à une réunion d'affaires. Ils essaieront de minimiser ce qui s'est passé. Ils rendront les choses émotionnelles. Nous avons intenté le procès la semaine suivante, négligence, mise en danger d'enfants et détresse émotionnelle. Nous avons demandé des dommages et intérêts pour les frais médicaux de Lucas, les soins continus et le traumatisme qu'il avait subi. La première assignation en justice leur a fait l'effet d'une bombe. Papa a appelé, fulminant contre la trahison familiale et le fait que j'avais toujours été jaloux de Beth. Tu nous poursuis en justice? Tes propres parents? Citez une seule chose que vous ayez faite pour moi au cours de la dernière décennie, ai-je dit. J'attends. Le silence au bout du fil était toute la réponse dont j'avais besoin. Maman a essayé une approche différente, appelant en larmes pour dire que cela allait détruire la famille et briser le cœur de votre père. Quand cela n'a pas fonctionné, elle est passée aux menaces sur le fait que tout le monde saura quel fils ingrat tu es. Je n'ai pas pris la peine de souligner que c'était un prix que j'étais prêt à payer. J'ai simplement dit, on se voit au tribunal, et j'ai raccroché. Le procès a traîné pendant plus d'1 an. Mes parents ont engagé un avocat coûteux qui a essayé de me dépeindre comme un père irresponsable qui avait abandonné son enfant pour une réunion d'affaires, mais les dossiers de l'hôpital étaient accablants. Le témoignage du docteur Rivera sur la procédure d'urgence et la disparition de mes parents était irréfutable. Nous avions des témoins, des infirmières, la réceptionniste de l'unité de soins intensifs qui avait consigné leur départ précoce, et même la serveuse du steakhouse qui se souvenait de les avoir vus arriver pour la fête de Beth, commentant le joli arrangement de ballons qu'ils avaient apporté. Le coup de grâce a été la publication Facebook de Beth avec l'horodatage et les photos,
ainsi que sa propre déposition où il a admis savoir que mes parents avaient quitté Lucas à l'hôpital pour assister à sa fête surprise. Avez-vous envisagé de leur demander de rester avec votre neveu à la place, lui a demandé Anthony lors de la déposition. Pete a haussé les épaules. C'était mon anniversaire. L'expression du juge pendant ce témoignage m'a tout dit. Pendant tout le processus, Lucas a continué de se rétablir. Les maux de tête ont progressivement diminué. Son énergie est revenue. Il est retourné à l'école, a rejoint son équipe de football et a commencé à prendre des cours de karaté. Mais il n'a jamais posé de questions sur mes parents. Nous avons gagné. La décision du juge était claire et sans équivoque, le tribunal estime que les actions des défendeurs ont montré un mépris total pour le bien-être d'un mineur dans un état critique. Il ne s'agit pas simplement d'un désaccord familial, mais d'un cas grave de négligence qui aurait pu aboutir à une tragédie. Le jugement, 750 000 $ pour les frais médicaux de Lucas, les soins continus et les dommages émotionnels. Le juge a également ordonné à mes parents de payer tous les frais de justice. Mes parents n'étaient pas riches, mais ils avaient la valeur de leur maison et des comptes de retraite décents. Le jugement les forcerait à vendre leur maison et à liquider la plupart de leurs économies. En quittant le palais de justice, papa s'est approché de moi, le visage livide. « Tu nous as ruinés », a-t-il dit d'un ton plat. « J'espère que tu es satisfait. » Je l'ai regardé, ne ressentant rien. « Non, papa. Vous vous êtes ruiné vous-même au moment où vous avez abandonné Lucas. Ceci n'est que la facture. L'argent du procès a été placé dans un fonds en fiducie pour l'éducation et les besoins futurs de Lucas, avec une partie mise de côté pour tout traitement médical continu dont il pourrait avoir besoin. Je ne voulais ni n'avais besoin de leur argent. Je voulais qu'ils rendent des comptes. 4 ans ont passé après le procès. Lucas, maintenant âgé de 11 ans, s'était complètement remis sans séquelles durables de la méningite. Il était un élève brillant, jouait au football en compétition et avait développé un intérêt pour la programmation informatique. Beth avait déménagé de façon permanente à Indianapolis, achetant une petite maison à 10 minutes de la nôtre. Elle venait dîner 3 fois par semaine et était devenue la grand-mère que Lucas méritait. Kevin et Marcus sont restés des amis proches, nos familles passant les vacances ensemble. Ils étaient devenus les oncles d'honneur de Lucas, lui apprenant à pêcher, l'aidant à construire une cabane dans un arbre, se présentant à ses matchs de football et à ses spectacles scolaires. Le contrat avec les Singapouriens s'était étendu pour devenir une relation d'affaires annuelle de 5 millions de $. Monsieur Ling et moi étions devenus amis, son entreprise m'ouvrant des portes que je n'aurais jamais cru possible. Mon entreprise employait maintenant 45 personnes et s'était étendue dans 3 États. J'ai appris par des connaissances communes que mes parents avaient été forcés de vendre leur maison et de déménager dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Les entreprises de Pete avaient tout échoué, et il avait emménagé avec eux, vivant toujours du peu qu'il leur restait. Le jugement du tribunal les avait durement frappés. Ils avaient fait appel mais avaient perdu. Après avoir payé les frais de justice et le règlement, il leur restait des économies minimes pour leur retraite. Papa avait repris le travail en tant que consultant, mais à 70 ans, les opportunités étaient limitées. Puis un soir, mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Monsieur Wilson, ici l'hôpital Merci. Votre mère a été admise pour un événement cardiaque grave. Elle demande à vous voir. Je suis resté assis là, laissant les mots s'imprégner. Je comprends. Merci de m'avoir prévenu. Je ne me suis pas précipité à l'hôpital. Au lieu de cela, j'ai fini de dîner avec Lucas, je l'ai aidé avec ses devoirs et je l'ai mis au lit. Puis, j'ai conduit lentement de l'autre côté de la ville, me garant dans le même parking d'hôpital où je m'étais précipité désespérément avec Lucas des années auparavant. Quand je suis entré dans sa chambre, maman avait l'air petite et fragile, des tubes et des fils la reliant à des machines. Papa était affalé sur une chaise à côté d'elle, faisant bien ses 70 ans. Sa tête s'est relevée brusquement quand il m'a vu. Dean. Dieu merci. Nous avons besoin de ton aide. Je n'ai rien dit, je les ai juste regardés tous les deux. Ta mère a besoin d'un pontage coronarien, a poursuivi papa. Notre assurance ne couvrira pas tout. Nous avons épuisé nos économies. Pete. Il s'est interrompu. Pete ne peut pas nous aider. Maman a tendu une main pâle. Dean, je sais que nous avons une eau différente, mais je suis ta mère. S'il te plaît, aide-nous. Nous n'avons personne d'autre vers qui nous tourner. J'ai regardé sa main tendue, me souvenant des petits doigts de Lucas enveloppés de bandages.
le ventilateur respirant pour lui pendant qu'il mangeait du gâteau d'anniversaire de l'autre côté de la ville. L'opération, a insisté papa. C'est 120 000 $ non couverts par l'assurance. Nous pouvons te rembourser lentement une fois que ta mère sera rétablie. Comme vous avez remboursé le jugement, ai-je demandé doucement. Papa a rougi. C'était différent. C'était toi qui étais vindicatif. Dean, s'il te plaît, a murmuré maman. Je me suis approché du lit, la regardant. Tu sais, quand Lucas était allongé en unité de soins intensifs et qu'ils ont dû percer son crâne parce que son cerveau gonflait, personne n'était là pour lui tenir la main. Personne qui l'aimait n'était là pour parler en son nom parce que vous avez choisi la fête d'anniversaire de Pete plutôt que la vie de votre petit-fils. Des larmes ont rempli ses yeux. Je suis désolé, Dean. J'avais tort. Nous avions tort. S'il te plaît, ne me punis pas pour une seule erreur. Je me suis penché tout près. Ce n'était pas une seule erreur. C'était toute une vie à me montrer exactement où je me situais. Et maintenant, vous savez où vous vous situez avec moi. Je me suis redressé. Vous irez bien. Mais l'anniversaire de Pete? Ça n'arrive qu'une fois. Le choc sur son visage était inestimable. Ses propres mots lui revenaient en pleine figure après tout ce temps. Papa a sursauté. Espèce de salaud sans cœur. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Je me suis tourné vers lui calmement. Citez une seule chose, papa. J'attends toujours. Il s'est dégonflé, se rasseyant lourdement. Je me suis dirigé vers la porte, puis j'ai fait une pause. Je demanderai à mon assistant de déposer un chèque de 10 000 $ demain. Assez pour une consultation avec un cardiologue qui pourra vous aider à organiser un plan de paiement. C'est tout. C'est tout, a demandé papa, incrédule. Ta mère pourrait mourir. Je les ai regardés tous les deux. C'est un hôpital. Elle ira bien. Puis j'ai ajouté, considérez les 10 000 $ comme un cadeau de Lucas. Je lui ai demandé ce que je devais faire, et il a dit, aide mamie, papa. Pas parce qu'elle le mérite, mais parce que nous ne sommes pas comme eux. Le lendemain, j'ai fait livrer le chèque par mon avocat, accompagné de documents les dégageant de toute future demande de soutien financier de ma part. En bas, j'avais écrit, ceci conclut notre relation. Ceci clôture notre compte de manière permanente. Ce soir-là, j'étais assis sur la terrasse avec Beth, Kevin et Marcus, regardant Lucas jouer au football dans le jardin avec les enfants de Marcus. Ça va, a demandé Beth en me serrant la main. J'ai hoché la tête, regardant le visage de mon fils s'illuminer alors qu'il marquait un but. Oui. Tout ira très bien pour nous. Pendant des années, j'ai pensé que la famille était une question de lien de sang et d'obligation. Ce que j'ai appris, c'est que la famille, ce sont ceux qui sont présents. Pas seulement dans les moments heureux, mais dans les plus difficiles. Kevin, Marcus, Beth, Monsieur Ling et ces personnes qui n'avaient aucune obligation biologique envers nous se sont montrés à la hauteur quand cela comptait. Je repense parfois à ce moment à l'hôpital, quand le médecin m'a dit qu'ils avaient percé le crâne de mon fils sans consentement parental parce qu'ils n'avaient pas le choix. À quel point j'ai failli perdre tout ce qui comptait. Comment les actions de mes parents auraient pu coûter la vie ou l'avenir de Lucas. Maman a survécu à son opération. Un de mes anciens clients est un cardiologue qui a accepté de faire l'opération à un tarif réduit après ma contribution de 10 000 $. Je le sais parce qu'il a appelé pour me dire que tout s'était bien passé, non pas parce qu'ils m'ont contacté pour me remercier. Pete a essayé d'appeler quelques mois plus tard, demandant de l'argent. J'ai bloqué son numéro. Il s'est présenté à mon bureau une fois, parlant d'une opportunité d'investissement infaillible. La sécurité l'a raccompagné dehors avant qu'il ait pu finir de présenter son prochain coup sûr. Lucas m'a récemment demandé s'il avait d'autres grands-parents que Beth. Il faisait un projet d'arbre généalogique pour l'école. Je lui ai dit la vérité, que mes parents étaient toujours en vie mais ne faisaient pas partie de nos vies parce qu'ils avaient fait des choix qui montraient qu'on ne pouvait pas leur faire confiance pour son bien-être. Est-ce qu'ils étaient méchants avec toi quand tu étais petit, a-t-il demandé. Pas exactement méchants, lui ai-je dit. Juste pas là de la manière qui comptait. Il a hoché la tête avec cette sagesse que les enfants montrent parfois et qui vous laisse sans voix. Comme Kevin qui a perdu son fils mais qui a quand même le temps de m'apprendre des choses. Et comment mamie Beth a mal au genou, mais elle vient quand même à tous mes matchs. Exactement comme ça, ai-je dit. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre de mon père. Maman avait eu une autre crise cardiaque et n'avait pas survécu.
Les funérailles avaient lieu à leur église. Il a dit que Lucas et moi étions les bienvenus. Je n'y suis pas allé. J'ai envoyé des fleurs avec une carte qui disait « Je suis désolé pour votre perte, parce que malgré tout, il fut un temps où je l'appelais maman. Le fait est que je ne regrette pas d'être parti. Je ne regrette pas le procès. Et je ne regrette certainement pas d'avoir construit une famille de choix plutôt que d'obligation. Ce n'est pas le sang qui fait la famille. Ce sont les actes. Je ne dis pas que ce que j'ai fait était la bonne chose pour tout le monde, mais c'était la bonne chose pour nous. Parfois, la leçon la plus importante sur la famille est de savoir quand partir.